Que se passe-t-il lorsqu'une serveuse croulant sous les dettes et invisible aux yeux du monde se retrouve face à la fureur d'un milliardaire? Il ne s'agit pas d'une simple plainte. Nous parlons d'une tempête de pouvoir et de rage si intense qu'elle réduit au silence un restaurant 5 étoiles de Londres. C'est un homme qui peut acheter et vendre des quartiers entiers, et il est sur le point de ruiner des vies à cause d'une seule erreur. Il est déjà debout. Ses gardes du corps s'approchent, mettant fin à la carrière du manager terrifié. Mais alors, la serveuse fait quelque chose d'impossible. Elle prononce quatre mots dans une langue que personne n'attend, dans un dialecte si spécifique et personnel qu'il stoppe net le milliardaire dans son élan. Ce n'est pas une histoire de bon service. C'est l'histoire d'un secret qui relie deux mondes et d'une seule phrase qui change tout. L'air dans le Lyre doré, bastion de l'argent ancien et du nouveau pouvoir niché au cœur de Mayfair, était généralement chargé de l'odeur de l'huile de truffe et d'une confiance tranquille. Ce soir-là, cependant, il était imprégné d'une odeur métallique de peur. La source de cette perturbation était un homme assis à la table 7, la plus convoitée du restaurant, un homme dont la présence garantissait généralement un niveau de révérence silencieuse habituellement réservé à la royauté. Khaled Al-Jam n'était pas un roi, mais il en était proche. Magnat saoudien de la construction et de la technologie, sa fortune était l'objet de spéculations publiques et d'admiration privée. Son visage, habituellement stoïque et marqué par le soleil, était actuellement un nuage orageux de fureur brute. Ses yeux sombres, qui avaient évalué avec un calme déconcertant des contrats énergétiques de plusieurs milliards de dollars le matin même, étaient maintenant fixés sur le directeur du restaurant tremblant, M. Davies. Incompétence. La voix de Khaled était basse, mais elle couvrait le tintement discret des couverts dans toute la salle à manger. C'était une voix habituée à l'obéissance absolue, une voix qui n'avait pas besoin d'être élevée pour commander une légion. Je ne tolère pas l'incompétence, pas dans ma salle de réunion, et certainement pas lorsque je paye une petite fortune pour un morceau de poisson. L'objet incriminé reposait sur une assiette blanche immaculée, un filet de sol préparé à table. L'erreur supposée, un minuscule ouvre pas plus gros qu'un cil, avait été repérée par l'un de ses deux assistants omniprésents. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été une simple négligence. Pour Khaled Alj, ce jour-là, c'était une insulte profonde. C'était la dernière fissure dans un barrage qui avait eu du mal à retenir un flot de frustration toute la semaine. Un contrat colossal dans le domaine des énergies vertes, le projet phare de sa carrière, venait de s'effondrer cet après-midi-là à cause d'une trahison qu'il avait encore du mal à accepter. L'arrête n'était pas la raison de sa colère. Elle n'était qu'une cible. Monsieur Davis, un homme qui avait apaisé des ambassadeurs et des stars hollywoodiennes, transpirait visiblement. Monsieur Algil, je suis profondément désolé. C'est une erreur inexcusable. Permettez-nous de refaire tout le repas pour vous et vos invités. Bien sûr, cela ne vous sera pas facturé. Khaled eut un petit rire incrédule, dépourvu de toute trace d'humour. Croyez-vous que c'est une question d'argent? Avez-vous la moindre idée de qui je suis? Il repoussa sa chaise. Le bruit racla bruyamment le sol en marbre. Tout le restaurant sursauta. Ces deux gardes du corps, des hommes imposants vêtus de costumes sur mesure, se déplacèrent avec une précision fluide, l'un se dirigeant vers la porte, l'autre posant discrètement une main dans le creux du dos de son patron. C'est une question de normes, d'une promesse de perfection que vous n'avez pas tenue. Nous partons. La panique se refléta dans les yeux de M. Davis. Le départ de Khaled Al-Jamil n'était pas seulement une mauvaise critique. C'était une tache noire dans le registre de l'élite londonienne. C'était une histoire qui allait être chuchotée de Knightsbridge à Kensington. C'est dans ce moment survolté que Chloe Sterling passa à l'action. Une serveuse, pas le maître d'hôtel, pas le sommelier, pas le directeur, mais une simple serveuse qui était censée être invisible. Âgée de 26 ans, avec des yeux qui reflétaient une fatigue tranquille et une grâce qui venait de l'équilibre d'innombrables assiettes et des attentes qu'elle avait servies à la table voisine. Elle avait entendu chaque mot, ressenti chaque tremblement de la rage du milliardaire. Elle était censée débarrasser sa table, garder la tête baissée et laisser le directeur gérer l'explosion. C'était la chose intelligente à faire, la chose sûre à faire. Elle avait un loyer à payer et une vie qui ne pouvait se permettre la moindre vague, sans parler d'un tsunami comme Khaled Al-Jamil. Mais elle avait aussi vu autre chose. Sous la colère volcanique,
Elle avait vu une lueur de profonde douleur dans ses yeux. C'était un regard qu'elle reconnaissait. C'était le regard d'un homme qui n'était pas seulement en colère contre le monde, mais qui était aussi blessé par celui-ci. Elle avait vécu à Riyad pendant 10 ans lorsqu'elle était enfant. Son père était ingénieur sur un grand projet de développement urbain. Elle n'avait pas seulement appris la langue, elle avait absorbé la culture, les nuances, les proverbes et l'importance profonde de l'honneur et du respect. Alors que Khaled se retournait pour quitter la pièce, laissant derrière lui son imposante silhouette, Chloé prit une petite inspiration pour se calmer. Elle s'avança, dépassant M. Davis, pétrifiée. Ses collègues la regardaient avec des yeux écarquillés, certains qu'elle allait être licenciée de la manière la plus spectaculaire qui soit. Elle ne fit aucune allusion à sa colère au sujet du poisson. Elle ne s'excusa pas pour le restaurant. Elle parla doucement, d'une voix claire et posée dans le silence suffocant. Elle s'exprima dans un arabe qui n'était pas la langue classique et formelle des présentateurs de journaux télévisés, mais la cadence chaleureuse et nuancée de la région de Nagued, le cœur même de l'Arabie saoudite, d'où venait sa famille. Al-Karam filwa yashik, dit-elle, la générosité s'écrit sur le visage. Oïk. C'était un proverbe simple et poétique, une phrase que l'on pourrait entendre de la bouche d'une grand-mère. C'était intime, respectueux et tout à fait inattendu. Khaled Al-Jam se figea. Tout son corps se raidit. Sa main, qui faisait un geste dédaigneux, s'arrêta en plein mouvement. Il ne se retourna pas immédiatement. C'était comme si ces mots, prononcés avec un accent parfait et familier, par une voix qu'il n'avait jamais entendue, avaient érigé un mur invisible devant lui. Il était improbable qu'une serveuse londonienne parle sa langue maternelle. Il était impossible qu'elle la parle avec l'accent de la maison de son enfance. Son garde du corps le regarda, perplexe. Monsieur Davis fixait Chloé comme si elle venait de se faire pousser des ailes. Tout le restaurant retint son souffle. Lentement, délibérément, comme s'il résistait à une force magnétique, Khaled Al-Jamil se retourna. Son masque de colère avait disparu. À sa place, il y avait un regard de profond étonnement absolu. Ses yeux sombres se fixèrent sur ceux de Chloé, et pour la première fois de la soirée, le milliardaire semblait complètement et totalement réduit au silence. Le silence qui suivit les paroles de Chloé était plus lourd que la fureur qui l'avait précédé. Le temps semblait s'être déformé dans la salle dorée. Pour Chloé, cela sembla durer une éternité. Aïe, ça une éternité, tandis que le regard de Khaled Al-Jam pesait lourdement sur elle. C'était un regard intense et analytique, comme s'il essayait de déconstruire une équation complexe. La colère avait disparu de ses yeux, remplacée par une curiosité perçante qui, à sa manière, était tout aussi intimidante. Répète ce que tu as dit, ordonna-t-il. Sa voix avait perdu son ton dur, mais elle était désormais empreinte de l'immense gravité de toute son attention. Le cœur de Chloé battait à tout rompre dans sa poitrine. La partie rationnelle de son cerveau criait « Qu'as-tu fait? Tu as dépassé les bornes. Tu l'as insulté. Tu es viré. » Mais la partie d'elle-même qui se souvenait des après-midi poussiéreux à Riyad, de la gentillesse de ses voisins d'enfance et du profond respect pour les aînés qui lui avait été inculqué, la maintenait ferme. Elle soutint son regard, ce que M. Davies n'avait pas réussi à faire de toute la soirée. Je dirais qu'elle a répété son arabe avec autant de fluidité et de naturel qu'auparavant. Al-Karam Phil, pardonnez-moi si j'ai été déplacé. Je voulais seulement dire que la frustration que j'ai vue ne correspondait pas au visage de l'homme que je regardais. C'était une diversion magistrale, respectueuse et pourtant profondément personnelle. Elle ne se contentait pas de traduire le proverbe. Elle expliquait son intention, montrant qu'elle comprenait non seulement les mots, mais aussi l'âme culturelle qui se cachait derrière eux. L'assistant de Khaled, un jeune homme nommé Fisizel, qui était resté silencieux jusqu'à présent, fit un demi-pas en avant, l'expression mêlée de choc et d'inquiétude. Monsieur, Khaled leva une main autoritaire, le réduisant au silence sans même le regarder. Il s'approcha de Chloé, ignorant le directeur, qui semblait désormais se fondre dans la moquette moelleuse. « Où avez-vous appris à parler ainsi ?» demanda-t-il, retrouvant son anglais, mais avec une intensité tranquille. « Pas dans un livre, ni dans un cours à l'Université de Londres. »« J'ai grandi à Riyad, monsieur, » répondit simplement Chloé. « Mon père était ingénieur chez Bechtel et travaillait sur le projet Kingdom Center. Nous avons vécu là-bas pendant 10 ans. » La mention du gratte-ciel emblématique de Riyad, un projet qu'il connaissait intimement,
Fut un autre petit choc. Il ne regardait plus une serveuse. Il regardait un fantôme d'un passé et d'un lieu qu'il pensait avoir laissé derrière lui à Londres. Il voyait une jeune Anglaise en uniforme noir, mais il entendait l'écho de son pays natal. Les murs soigneusement construits qu'il entretenait entre sa vie professionnelle en Occident et ses racines en Orient avaient été brisés de manière inattendue. Il l'observa encore longuement. Il vit les légères rides d'épuisement autour de ses yeux, la détermination de sa mâchoire. Elle n'était ni effrayée ni intimidée. Elle était simplement présente dans un monde de flagorneurs et de bénis oui-oui. Sa dignité tranquille et directe était aussi surprenante que son accent. Il prit une décision. Elle fut rapide, non conventionnelle et tout à fait caractéristique de l'homme qui avait bâti son empire sur son intuition. Il se tourna vers M. Davies, toujours figé. « Le poisson est oublié, mais ma soirée est gâchée. Je ne resterai pas. » Il regarda ensuite son entourage. « Ficelle, vous et l'équipe de sécurité m'attendez dans la voiture. Je souhaite parler seul à seul avec cette jeune femme. » Les yeux de Ficelle s'écarquillèrent de manière presque imperceptible. Un ordre comme celui-ci était sans précédent. Khaled Al-Jil n'avait pas de réunion privée imprévue avec le personnel subalterne. « Monsieur, est-ce judicieux? » « C'est ce que j'ai décidé. » Khaled affirma son ton d'un ton définitif, ne laissant aucune place à la discussion. Son équipe, toujours professionnelle, se dissipa. Les gardes du corps furent les dernières à partir. Leurs yeux s'attardant une seconde de trop sur Chloé, au foyer, comme s'ils essayaient d'évaluer une menace qu'ils ne pouvaient comprendre. Bientôt, la table 7 n'était plus occupée que par deux personnes, le magnat milliardaire et la serveuse qui avaient osé lui parler. Le reste du personnel du restaurant, sous le regard sévère de M. Davies, reprit prudemment ses tâches, même si l'atmosphère normale n'était qu'une façade fragile. Khaled fit signe à Chloé de s'asseoir en face de lui. « Asseyez-vous, je vous prie. » Chloé hésita. « Monsieur, je suis en service. »« Non, vous n'êtes pas en service, » dit-il d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion. « Pendant les 10 prochaines minutes, vous êtes mon invité. » Avec un sentiment d'irréalité, Chloé s'assit à la table qu'elle n'avait jamais approchée que pour servir. Elle lissa son tablier, les mains légèrement tremblantes. « Votre nom ?» demanda-t-il. « Chloé, Chloé Sterling. »« Chloé Sterling ?» répéta-t-il, savourant le nom. « Et vous avez vécu dans mon pays. Vous comprenez nos coutumes? »« Je crois, monsieur. J'étais jeune, mais j'en garde un bon souvenir. Les gens étaient très gentils avec ma famille. » Il se pencha en avant, baissant la voix. « Aujourd'hui, j'ai reçu un coup dur, une trahison dans les affaires de la pire espèce de la part d'un homme en qui j'avais confiance, un Anglais, comme par hasard. » Il fit une pause, ses yeux scrutant son visage. « Tout mon projet d'héritage, une initiative d'énergie solaire qui alimenterait une nouvelle ville, est en péril. Je suis venu ici ce soir pour apaiser le tumulte dans ma tête. Au lieu de cela, j'ai trouvé encore plus d'incompétence, encore plus de déception. » Chloé écoutait, le cœur serré par une empathie surprenante pour cet homme incroyablement puissant mais clairement blessé. Elle ne dit rien, sentant qu'il ne voulait pas de platitude. Il voulait être entendu. « Ce que vous avez fait, poursuivit-il, était soit incroyablement stupide, soit incroyablement courageux. Vous avez vu une tempête et vous vous y êtes directement aventuré. Pourquoi? » Chloé réfléchit d'un instant, choisissant ses mots avec soin. « Parce que la tempête ne concernait pas les poissons, monsieur, et les proverbes que j'ai appris quand j'étais enfant. Ils concernent le fait de regarder au-delà de la tempête pour voir l'homme. Je m'excuse si j'ai présumé de trop. » Un sourire faible, presque imperceptible, effleura les lèvres de Khaled pour la première fois. Il transforma son visage sévère, laissant entrevoir une chaleur enfouie profondément sous la surface. « Vous avez bien présumé, dit-il. » Il s'assit, une nouvelle idée prenant racine dans son esprit, une idée née du désespoir et de l'instinct. L'homme qui l'avait trahi, son consultant britannique de longue date, avait utilisé sa profonde compréhension de la culture d'entreprise occidentale pour manipuler l'accord, tissant un réseau de complexité juridique et financière que la propre équipe de Khaled n'avait pas su anticiper. Il avait été déjoué non pas par des chiffres, mais par des nuances. Peut-être pensait-il que la solution était de combattre le feu par le feu. Il avait besoin d'un pont, pas seulement d'un traducteur, mais de quelqu'un qui comprenait les deux mondes de l'intérieur. Quelqu'un qui pouvait voir ce que ses propres collaborateurs, aveuglés par leur perspective,
ne pouvait pas voir. Mademoiselle Sterling, commença-t-il en passant d'un ton personnel à un ton professionnel, avec une rapidité stupéfiante. Ce travail que vous faites, servir des tables, est-ce votre passion, l'ambition de votre vie? Chloé fut prise de court par la question. Non, monsieur, cela me permet de payer mes factures. J'étudiais l'histoire de l'art, mais j'ai dû arrêter, pour des raisons familiales. Ces mots avaient un goût amer dans sa bouche. Pour des raisons familiales était un euphémisme poli pour désigner la ruine financière de son père et sa disparition subséquente de sa vie. Je vois. Les yeux de Khaled brillèrent soudainement d'un éclat vif, signe qu'il voyait une opportunité. J'ai besoin d'un consultant, quelqu'un qui possède des compétences uniques, qui maîtrise non seulement la langue, mais aussi la culture, les deux. Le travail serait exigeant. Les enjeux sont plus importants que vous ne pouvez l'imaginer. Mais la rémunération vous garantirait de ne plus jamais avoir à servir à table de votre vie. Chloé le fixa du regard, son esprit ayant du mal à suivre. Lui offrait-il un emploi? Un homme qu'elle avait rencontré il y a 10 minutes? Un homme qu'elle avait provoqué au milieu d'une crise de colère? Cela semblait insensé. Monsieur, je ne comprends pas. Que ferais-je exactement? Vous écouteriez, répondit Khaled en se levant. Vous observeriez et vous me diriez ce qui m'échappe. Vous seriez mon pont. Il sortit une carte de visite noire et élégante de sa veste. Elle était lourde, avec des lettres en relief, simples et élégantes, argentées. Mon assistant, Fizizel, vous contactera pour organiser un rendez-vous. Soyez à l'adresse indiquée sur cette carte demain matin, à 10 heures précises. Il posa la carte sur la table entre eux. Elle reposait là, rectangle noir sur le lin blanc, représentant un choix impossible. Je ne fais pas 2 fois les mêmes propositions, mademoiselle Sterling, dit-il d'une voix à nouveau calme et autoritaire, comme celle d'un PDG. J'espère pour vous que vous êtes aussi courageuse que vous sembliez l'être il y a quelques minutes. Sur ces mots, Khaled Al-Jili se retourna et quitta le restaurant doré, laissant Chloé Sterling seule à sa table. Tout le restaurant la regardait, elle et une simple carte de visite qui représentait un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'adresse indiquée sur la carte de visite n'était pas celle d'un immeuble de bureau. C'était celle de l'hôtel Corinthia, et la carte précisait Royal Penthouse. Le lendemain matin, Chloé se tenait devant la grande entrée, se sentant comme si elle venait d'une autre planète. Son meilleur pantalon noir et son simple chemisier blanc, qui lui avaient semblé professionnels et élégants dans son petit appartement de Clapham, lui paraissaient désormais terriblement inadéquats. Le portier, vêtu d'un magnifique uniforme, la regarda avec une suspicion polie jusqu'à ce qu'elle prononce le nom Al-Jamil. L'effet fut instantané. Il se redressa et la fit entrer avec distinction. « Bien sûr, mademoiselle, par ici, je vous prie. » Elle fut escortée jusqu'à un ascenseur privé qui la conduisit silencieusement au dernier étage. Les portes s'ouvrirent directement sur le hall du penthouse. L'espace était à couper le souffle, une caverne de 2 étages faite de verre, de marbre et d'acier, avec une vue panoramique qui s'étendait du London Eye à la Tour Beatty. La ville s'étendait sous leurs pieds comme une carte détaillée. L'assistant de Fizizel Khaled, rencontré au restaurant, l'accueillit. Vêtu d'un costume impeccable, il était poli mais formel, son regard ne trahissant aucune émotion. « Mademoiselle Sterling, merci d'être venue. Monsieur Alge sera là dans un instant. Puis-je vous offrir un café? » « De l'eau? De l'eau, ce serait parfait. » « Merci, répondit Chloé d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était en réalité. Pendant que Fizel s'occupait de la boisson, elle se dirigea vers les immenses baies vitrées allant du sol au plafond. Londres semblait si calme d'ici, l'énergie frénétique de ces rues réduite à un silencieux fleuve de bus rouges et de taxis noirs. C'était une perspective de pouvoir, un point de vue d'où le monde et ses problèmes semblaient petits et gérables. C'est une ville magnifique, mais elle peut aussi être traîtresse. La voix de Khaled retentit derrière elle. Il était entré si silencieusement qu'elle ne l'avait pas remarqué. Il ne portait pas de costume, mais une chemise en lin blanc et simple, mais manifestement coûteuse, et un pantalon sombre. Il semblait reposé, la fureur de la nuit précédente avait complètement disparu, remplacée par une énergie calme et concentrée. « Tout dépend de votre point de vue, je suppose, » répondit Chloé en se tournant vers lui. « Exactement, » dit-il en lui faisant signe de s'asseoir sur l'un des somptueux canapés blancs.
D'en bas, dans la rue, il faut être attentif à chaque menace. La voiture qui roule à toute vitesse, le voleur, le rival. D'ici, on peut tout voir venir. C'est ce que je vous offre, Mademoiselle Sterling, un nouveau point de vue. Il s'assit en face d'elle tandis que Fisizel posait un verre en cristal rempli d'eau sur la table. Sur un signe de tête de son patron, l'assistant se retira à une distance discrète, les laissant à leur conversation. « Je vais être direct », commença Khaled. Le projet dont j'ai parlé s'appelle le projet Asyard. C'est la pierre angulaire des futurs plans énergétiques de mon pays. Un réseau de fermes solaires dans le désert de Rub al-Khali qui alimente une nouvelle ville intelligente. C'est mon héritage. Mon partenaire dans cette entreprise était une société de conseil britannique, Sterling Cross Capital, dirigée par un homme du nom de Robert Sterling. Je lui ai fait confiance pendant 10 ans. Il a conseillé ma société, Alge Enterprises, sur tous nos investissements occidentaux. Chloé sentit son sang se glacer. Sterling. Ce nom la frappa comme un coup physique. Ce n'était pas possible. C'était un nom courant, une coïncidence. Son esprit s'emballa, essayant désespérément de rejeter ce lien. Son père s'appelait Robert Sterling. C'était un consultant, un ingénieur devenu financier qui avait travaillé sur des projets internationaux. Mais il avait tout perdu il y a des années. Il avait disparu de sa vie après une violente dispute, la laissant, elle et sa mère, ramasser les morceaux. Ça ne pouvait pas être lui. Elle s'efforça de rester calme pour garder une expression neutre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle d'une voix un peu trop tendue. « Il a abusé de ma confiance », répondit Khaled d'une voix empreinte d'une froide fureur. « Il a structuré les contrats de telle manière qu'à la dernière minute, il a pu tirer parti d'une série de failles juridiques et de clauses environnementales qu'il avait lui-même recommandé d'inclure afin de bloquer le projet indéfiniment. Il a ensuite utilisé ce levier pour tenter une prise de contrôle hostile de l'ensemble du portefeuille de brevets technologiques associés au projet. Il ne voulait pas seulement une plus grande part du gâteau. Il voulait voler toute la boulangerie. Khaled se leva et fit les 100 pas devant la fenêtre. « Mes avocats sont bons, les meilleurs de Riyad, mais ils pensent comme des Saoudiens. Ils ne comprennent pas le poison subtil du droit des sociétés britanniques, le réseau des anciens, les règles tacites du jeu ici. Sterling m'a parfaitement manipulé. Il a utilisé l'importance que nos cultures accordent à la parole et à l'honneur d'un homme contre moi, tout en se cachant derrière une montagne de jargon juridique occidental. Il s'est arrêté et s'est tourné vers elle. C'est là que vous intervenez. Je n'ai pas besoin d'un autre avocat. J'ai besoin d'un nouveau point de vue. Je veux vous engager, Mademoiselle Sterling. Votre titre officiel sera celui de consultante spéciale en stratégie interculturelle. Vous aurez accès à tous les documents du projet. Vous assisterez à mes réunions avec mon équipe juridique. Votre travail consistera à lire, à écouter et à me dire ce qu'ils ne voient pas. Vous avez grandi dans mon monde, mais vous êtes né dans le sien. Vous êtes le pont. Vous pouvez traduire non seulement la langue, mais aussi l'intention. L'offre était stupéfiante, les implications étaient terrifiantes. Si ce Robert Sterling était bien son père, elle serait engagée pour aider à le détruire. S'il ne l'était pas, ce n'était qu'une coïncidence déconcertante. Mais son instinct lui criait de refuser. L'ambition, la cruauté, cela ressemblait exactement à l'homme dont elle se souvenait. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Sur la base d'un proverbe et de 10 minutes passées dans un restaurant. « Ne sous-estimez pas ces 10 minutes, dit fermement Cole. Au cours de ces 10 minutes, vous avez fait preuve de plus de perspicacité et de courage que toute mon équipe de direction au cours du dernier mois. Vous n'avez pas eu peur de ma colère. Vous avez vu la racine du problème. C'est une compétence rare. Je suis un homme qui a bâti un empire en se fiant à son instinct. Et mon instinct me dit que vous êtes la clé. » Il lui proposa un salaire qui fit tourner la tête de Chloé. C'était plus d'argent qu'elle n'aurait jamais imaginé gagner en descendant, sans parler d'une année. C'était suffisant pour rembourser ses prêts étudiants, trouver un nouvel appartement et vivre sans la peur constante de la ruine financière. C'était de la liberté. Mais quel en serait le prix? Je dois lire le contrat initial. Elle s'est surprise à prononcer ces mots avant même de pouvoir les retenir. Et le profil de l'homme qui vous a trahi, Robert Sterling. Une lueur de respect est apparue dans les yeux de Khaled. Elle n'était pas simplement éblouie par l'argent. Bien sûr, Fisizel vous fournira un dossier préliminaire et un accord de confidentialité.
Vous pouvez l'examiner ici. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Il fit signe à son assistant. Fizizel s'approcha avec une tablette et un mince dossier relié en cuir. Il les posa sur la table devant Chloé. L'accord de confidentialité est standard, dit Fizizel froidement. Ce que vous lirez dans ce dossier ne doit pas sortir de cette pièce, que vous acceptiez le poste ou non. Chloé acquiesça, les mains moites. Elle signa le document avec un stylo qui lui semblait plus lourd qu'une brique. Puis, après avoir pris une profonde inspiration tremblante, elle ouvrit la tablette. Le premier document était un profil d'entreprise de Sterling Cross Capital et sur l'écran figurait une photo professionnelle. Son monde bascula. Le visage était plus âgé, les cheveux noirs désormais striés de gris aux tempes, les rides autour des yeux plus profondes. Mais c'était lui. C'était indubitablement son père, Robert Sterling. Le même sourire confiant et calculateur qui semblait toujours cacher plus qu'il ne révélait. L'homme qui lui avait promis le monde entier, puis avait disparu lorsque le sien s'était effondré. Il n'avait pas tout perdu. Il s'était réinventé. Il était monté plus haut que jamais. Et dans son ascension, il avait tenté de ruiner Khaled Al-Gil. Chloé sentit une vague de nausée la submerger. Elle leva les yeux de l'écran, les yeux écarquillés par une terreur secrète, et croisa le regard intense et impatient de Khaled. Il lui offrait une clé en or pour une nouvelle vie. Mais pour l'utiliser, elle devrait l'aider à fermer la porte sur le monde de son propre père, et elle n'avait aucune idée des monstres qui se cachaient de chaque côté. Pendant un long moment, Chloé ne put respirer. L'air dans le penthouse, autrefois rempli de promesses d'opportunités, semblait désormais rare et suffocant. Le visage à l'écran était un spectre issu d'une vie qu'elle avait tenté d'enterrer. Son père. L'homme dont l'absence avait marqué son jeune âge adulte. L'homme dont les derniers mots à son égard, lors d'un appel téléphonique et amer après avoir perdu la maison familiale, avaient été « Tu dois être un prédateur dans ce monde, Chloé, sinon tu deviendras une proie. J'ai simplement choisi la mauvaise chasse. » Il semblait en avoir trouvé une nouvelle. « Quelque chose ne va pas, mademoiselle Sterling. » La voix de Khaled la sortit de sa paralysie. Il avait remarqué son changement, la pâleur soudaine de sa peau, la façon dont sa main tremblait légèrement alors qu'elle reposait sur la tablette. L'esprit de Chloé était en proie à un tourbillon chaotique de panique et d'instinct de survie. « Dis-lui. Dis-lui tout de suite. C'est mon père. Je ne peux pas faire ça. » Les mots se formèrent dans sa gorge, mais moururent avant de pouvoir s'échapper. Que ferait-il? La rejetterait-il, dégoûté par cette association? La soupçonnerait-il d'être une espionne, d'être de mèche avec son père? Cette opportunité qui allait changer sa vie disparaîtrait, et elle se retrouverait avec rien d'autre qu'un dangereux secret. Une autre voix, plus froide et plus calculatrice, une voix qui ressemblait de façon troublante à celle de son père, lui suggéra une autre voix. « Ne dis rien. Tu ne lui dois rien. Il t'a abandonné. Cet homme, Khaled, t'offre une issue. Profites-en. Utilise ce que tu sais. » Elle s'efforça d'afficher un masque de concentration professionnelle, une compétence qu'elle avait perfectionnée au fil des années passées à traiter avec des clients difficiles. « Non, monsieur. Tout va bien, mentit-elle, les mots lui semblant étrangers dans sa bouche. Je suis juste en train d'assimiler l'ampleur de la trahison. C'est audacieux. » Khaled acquiesça, acceptant son explication. Audacieux est un mot qui convient. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai besoin d'une arme différente dans cette guerre. J'accepte votre offre, dit Chloé, la décision se concrétisant même si elle la terrifiait. Elle faisait un pas dans le vide, sans savoir si elle allait voler ou tomber. Un air satisfait se dessina sur le visage de Khaled. Excellent. Fizizel s'occupera des formalités de votre contrat et de votre hébergement. Vous aurez une suite ici, à l'hôtel. Vous commencez immédiatement. Je veux que vous lisiez tout, chaque email, chaque contrat, chaque addendum. Je veux que vous vous immergiez dans ce projet jusqu'à ce que vous le connaissiez mieux que moi. Les jours suivants furent un plus. Chloé fut plongée au cœur des activités londoniennes d'Alge Enterprises. Sa vie dans le petit appartement exigu de Clapham devint un lointain souvenir, remplacé par le silence opulent et stérile de sa suite d'hôtels. Elle passait ses journées dans une salle de conférence aux parois de verre, entourée de l'équipe juridique de Khaled, un groupe d'hommes sérieux et perspicaces qui, au départ, la regardaient avec un scepticisme à peine voilé. Elle était la serveuse consultante, un caprice excentrique de leur patron.
Chloé a peu parlé lors de ses premières réunions. Elle a écouté. Elle a absorbé le langage complexe de la finance internationale et du droit des contrats, et elle a lu. Elle a dévoré des milliers de pages de documents. Ses études passées en histoire de l'art, la discipline qui consiste à trouver du sens dans les détails, à comprendre le contexte et la provenance, lui ont donné une vision unique. Mais elle ne se contentait pas de lire des textes juridiques. Elle lisait son père dans la formulation précise et prédatrice des clauses qu'il avait rédigées. Elle reconnaissait sa voix. Elle voyait son ambition, sa planification méticuleuse, sa cruauté absolue. Il avait toujours été un brillant stratège, un grand maître des échecs qui voyait les gens comme des pièces sur un échiquier. Elle se souvenait qu'il lui avait appris à jouer quand elle était enfant, répétant sans cesse « Anticipe, découpe à l'avance. Chloé, contrôle toujours le centre. » Dans ses contrats, elle le voyait contrôler le centre, tendre des pièges des mois, voire des années à l'avance. Elle commença à voir les schémas que son équipe juridique saoudienne avait manqués. Non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais parce qu'ils ne connaissaient pas l'homme. Ils voyaient un adversaire commercial. Chloé voyait un fantôme. Un soir, enseveli sous une montagne de dossiers dans sa suite, elle le trouva. C'était une sous-clause dans un rapport d'évaluation de l'impact environnemental jointe à une annexe de plusieurs centaines de pages. Elle semblait anodine. Puis elle stipulait que toute découverte d'importance archéologique potentielle sur le site de construction proposé entraînerait l'arrêt immédiat et indéfini du projet dans l'attente d'une enquête approfondie menée par un panel affilié à l'UNESCO. L'équipe de Khaled l'avait rejeté comme une clause standard. Mais Chloé connaissait son père. Ce n'était pas un homme qui s'intéressait à l'histoire ou à l'archéologie. Il ne s'intéressait qu'au pouvoir. Elle a recoupé les coordonnées du site proposé pour la ferme solaire avec des cartes géologiques et historiques. Cela lui prit des heures, mais elle trouva ce qu'elle cherchait. Une série d'anciens articles universitaires spéculant sur l'emplacement d'une cité perdue de la civilisation d'Ubar, la soi-disant Atlantide des Sables. L'emplacement supposé se trouvait juste à la limite du site proposé par Khaled. C'était un pari risqué, une théorie marginale, mais cela suffisait. Son père ne s'était pas contenté de s'appuyer sur des failles juridiques. Il avait posé une bombe culturelle, un déclencheur qui allait plonger le projet dans un conflit international sur le patrimoine, un cauchemar en termes de relations publiques que le gouvernement saoudien serait désespéré d'éviter. Il utiliserait ce retard pour saigner Khaled à blanc et s'emparer des brevets. C'était brillant, c'était diabolique et c'était du Robert Sterling pur et dur. À ce moment-là, elle ressentit un profond sentiment de froide lucidité. Elle n'aidait pas un étranger contre un autre étranger. Elle était prise dans une guerre entre deux titans, dont l'un était son propre père. Et elle était la seule personne au monde à comprendre la stratégie de l'ennemi. Le lendemain matin, elle entra dans la salle de conférence et interrompit le conseiller principal au milieu d'une phrase. « Vous cherchez au mauvais endroit », dit-elle d'une voix claire et ferme, coupant court au jargon juridique. Tous les regards se tournèrent vers elle. Le scepticisme était toujours présent, mais il était désormais mêlé de curiosité. Elle se dirigea vers la tête de la table où Khaled était assis, le visage impassible. Elle posa la carte archéologique à côté du rapport d'impact environnemental. « Monsieur Algil, commença-t-elle, votre problème ne réside pas dans les contrats financiers. Il est enfoui dans le sable. » Elle exposa alors sa découverte, reliant la clause obscure aux théories académiques expliquant l'influence culturelle et politique qu'elle donnerait à son père. Elle parla de ses méthodes, de sa façon de penser, sans révéler comment elle le savait, mais en le présentant comme une analyse logique. « Cet homme ne se bat pas sur un seul front, expliqua-t-elle. Il crée une guerre sur plusieurs fronts. Il attaque vos finances, votre statut juridique et votre réputation en même temps. Vous vous êtes concentré sur la bataille juridique et financière, mais c'est l'attaque contre votre réputation qu'il utilisera pour porter le coup fatal. » Au fur et à mesure qu'elle parlait, l'atmosphère dans la pièce changea. Les avocats échangèrent des regards inquiets. Fissizel la fixait du regard. Sa réserve professionnelle finit par se fissurer pour laisser place à un regard de pur étonnement. Khaled resta silencieux, les yeux fixés sur elle, écoutant chaque mot. Lorsqu'elle eut terminé, un long silence s'installa. Il détourna enfin les yeux d'elle et regarda son avocat principal. « L'un d'entre vous a-t-il vu cela ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme.
L'avocat, un homme fier et décoré, ne put que balbutier. Non, monsieur, nous avons considéré que c'était un risque négligeable. Un risque négligeable? Répéta Khaled d'un ton neutre. Il reporta son regard sur Clokey, et pour la première fois, elle vit autre chose que de la curiosité dans ses yeux. C'était un respect profond et sincère. Vous venez de nous faire gagner des mois et des millions de dollars, mademoiselle Sterling. Il se leva. L'ancienne stratégie est morte. À partir de maintenant, nous en suivons une nouvelle. Nous écouterons mademoiselle Sterling. À ce moment-là, Chloé n'était plus la serveuse consultante. Elle était la stratège en chef d'une guerre d'entreprise de plusieurs milliards de dollars. Et son arme principale était la connaissance intime et douloureuse de l'homme qu'elle essayait de détruire, son propre père. L'équilibre des pouvoirs dans le cercle restreint de Khaled Al-Jamil a basculé du jour au lendemain. Chloé n'était plus une figure périphérique. Elle était désormais au centre de tout. Khaled l'a transférée de la salle de conférence à son bureau privé dans le penthouse, où il travaillait côte à côte, souvent tard dans la nuit, se penchant sur des cartes, des projections financières et les profils psychologiques des principaux acteurs de Sterling Cross Capital. C'était une intimité étrange et intense. Chloé apprit à connaître le rythme de ses journées, le café fort et sans sucre qu'il buvait à l'aube, la façon dont il se taisait et regardait la ville lorsqu'il était plongé dans ses pensées, le léger parfum d'oud qui imprégnait ses vêtements. De son côté, il commença à compter sur elle pour bien plus que la stratégie. Il se mit à lui demander son avis sur d'autres sujets, appréciant sa perspective claire et sans forme. Il s'ouvrait à elle dans de petits moments d'inattention. Il lui parlait de sa défunte épouse Hila, décédée des années auparavant. Il la décrivait comme le pilier de sa vie et avouait que depuis son décès, son travail était devenu une forteresse pour tenir le chagrin à distance. Il parlait de sa vision du projet Asyard non pas comme une source de profit, mais comme une promesse qu'il lui avait faite, un moyen de construire un avenir meilleur. Elle croyait que le pouvoir était une responsabilité, pas un privilège. Il l'avait dit à Chloé un soir, alors qu'ils regardaient les lumières de la ville s'allumer en contrebas. Elle aurait méprisé un homme comme Robert Sterling, qui n'utilisait son intelligence que pour acquérir, jamais pour construire. Chaque mot était comme un petit poignard dans le cœur de Chloé. La culpabilité était un lourd fardeau permanent. Elle gagnait la confiance de cet homme, son respect, voire son amitié, tout en cachant un secret monumental. Elle utilisait les souvenirs de son enfance, les parties d'échecs, les conversations entendues par hasard, la compréhension de la psychologie de son père comme des armes dans cette guerre d'entreprise. Ses intuitions étaient d'une efficacité redoutable. Mon père, je veux dire Sterling, se corrigea-t-elle rapidement, le cœur battant à tout rompre, est un narcissique. Il a besoin d'être le plus intelligent dans la pièce. Il aura prévu que vous ripostiez juridiquement. C'est ce qu'il veut. C'est une bataille qu'il sait gagner. Ce à quoi il ne s'attend pas, c'est que vous l'ignoriez. L'ignorer? Demanda Khaled, intrigué. Il retient mon héritage en otage. Ne le combattez pas sur la clause de l'UNESCO, conseilla Chloé. Acceptez-la. Annoncez publiquement qu'à la lumière des sensibilités archéologiques potentielles identifiées par votre propre diligence raisonnable, votre diligence pas la sienne, vous financez de manière proactive une étude archéologique de pointe de la région. Présentez cela comme si Alge Enterprises était le gardien du patrimoine national. Vous serez félicité pour cela. Tu prendras son arme et la transformeras en bouclier. Il ne pourra pas utiliser une menace que tu auras déjà neutralisée et transformée en bonne publicité. Khaled fut stupéfait par l'audace du plan. Il était contre-intuitif, coûteux et brillant. Il mit le plan à exécution. Le communiqué de presse fut repris par les agences de presse internationales. Khaled fut félicité pour sa responsabilité d'entreprise. D'un seul coup, l'influence cachée de Robert Sterling a été rendue inutile. La prochaine idée de Chloé était encore plus personnelle. Il s'entoure de personnes compétentes, mais pas aussi intelligentes que lui. Son second, un homme nommé David Chen. Mon père aurait cultivé en lui un sentiment de dépendance. Chen est probablement celui qui fait le vrai travail. Mais Sterling en tire tout le mérite. Si vous mettez suffisamment de pression sur l'entreprise, Sterling sacrifiera Chen pour se sauver lui-même. Sur cette base, l'équipe juridique de Khaled a engagé une action en justice ciblée directement contre la division.
Chen a réussi en invoquant des irrégularités contractuelles spécifiques identifiées par Chloé. La pression était immense. Comme Chloé l'avait prédit, Sterling Cross Capital a commencé à montrer des signes de faiblesse. Robert Sterling était en train d'être déjoué et il ne comprenait pas comment. Khaled Al-Jamil, qu'il considérait comme un homme d'affaires étranger franc mais puissant, jouait soudainement aux échecs d'entreprise avec l'habileté d'un grand maître. Ses coups étaient subtils, créatifs et semblaient anticiper sa propre stratégie avant même qu'il ne la mette en œuvre. Il avait l'impression de se battre contre une ombre, quelqu'un qui connaissait son livre de tactique page par page. Il est devenu paranoïaque, méfiant envers tous les membres de son équipe. Pour Chloé, ce succès était terrifiant. Elle vivait sur le fil du rasoir. Un simple lapsus en appelant Sterling, mon père, révélant un détail qu'elle ne pouvait pas connaître à partir des seuls documents, suffirait à tout faire s'écrouler. Le stress était immense. Elle faisait des cauchemars dans lesquels le respect chaleureux de Khaled se transformait en une fureur glaciale. La même fureur dont elle avait été témoin au restaurant, mais cette fois-ci dirigée contre elle. Un après-midi, Khaled la trouva en train de fixer d'un regard vide une feuille de calcul, le visage pâle et tiré. « Tu portes un lourd fardeau, Chloé », lui dit-il doucement, sa voix la faisant sursauter. Il avait commencé à l'appeler par son prénom lors de leur réunion privée. « Le travail est exigeant », répondit-elle pour détourner la conversation. « C'est plus que cela », insista-t-il, ses yeux sombres scrutant son visage. « Je t'ai demandé de te mettre dans la peau d'un homme très sombre. Cela te pèse. Nous devrions peut-être faire une pause ce soir. Il y a un concert privé au Bourbon Center. Un de mes amis dirige l'orchestre. Cela vous ferait du bien de voir quelque chose de beau après avoir été confronté à tant de laideur. » L'offre était personnelle, dépassant clairement le cadre d'une relation purement professionnelle. Une partie d'elle, la jeune femme solitaire qui n'avait pas eu de véritable ami depuis des années, voulait désespérément accepter. Mais l'autre partie, celle qui abritait son terrible secret, lui criait que c'était une erreur. Se rapprocher de Khaled ne faisait que rendre sa tromperie plus profonde, plus douloureuse. « Je ne peux pas, dit-elle plus brusquement qu'elle ne l'aurait voulu. Je dois finir d'examiner ses portefeuilles d'investissement. » Une lueur de déception traversa son visage, mais il la masqua rapidement. « Comme tu veux. Ne travaille pas trop tard. » Il quitta le bureau et Chloé enfouit son visage dans ses mains. L'isolement l'écrasait. Elle réussissait au-delà de ses rêves les plus fous. Mais elle était terriblement seule, piégée entre un passé auquel elle ne pouvait échapper et un avenir bâti sur un mensonge. Elle était en train de gagner une guerre pour un homme qu'elle admirait, en trahissant le sang d'un homme qu'elle méprisait, et elle commençait à se perdre dans le processus. Le fil du rasoir la coupait chaque jour un peu plus profondément. Robert Sterling était un homme acculé, et les hommes acculés sont dangereux. Son attaque méticuleusement planifiée contre Khaled Al-Jamil n'était pas seulement en train d'échouer. Elle était systématiquement démantelée avec une prescience déconcertante. Chaque stratégie était anticipée, chaque piège désamorcé. Il avait l'impression que son adversaire pouvait lire dans ses pensées, et cette sensation le rendait fou. Rongé par une paranoïa agaçante, il fit ce qu'il faisait toujours lorsqu'il se sentait menacé. Il rassembla des renseignements. Il engagea un détective privé discret, auquel il confia une mission simple: identifier le cerveau derrière la nouvelle stratégie d'Al-Jam. Le rapport qui atterrit sur son bureau était mince, mais son contenu était explosif. Il contenait des photos de surveillance du cercle restreint de Khaled et un visage ressortait. Il s'agissait d'une jeune femme identifiée comme une nouvelle consultante nommée Chloé Sterling, dont l'emploi précédent était celui de serveuse. Robert fixa la photo granuleuse du visage de sa fille, et le monde bascula sur son axe. Chloé, c'était impossible. Il ne l'avait pas vue depuis 3 ans, depuis que sa ruine financière avait brisé leur famille. Et maintenant, elle était là, alliée à son ennemi, l'architecte de sa chute. La trahison lui semblait absolue, un poignard forgé dans son propre sang. Il n'attendit pas. 2 soirs plus tard, alors que Chloé sortait de l'hôtel Corinthia pour prendre l'air frais de la nuit, une berline noire glissa silencieusement jusqu'au trottoir. La vitre arrière teintée s'abaissa, révélant le visage qu'elle n'avait vu que dans ses cauchemars. « Monte dans la voiture, Chloé », dit Robert Sterling. Sa voix était anormalement calme, ce qui la rendait d'autant plus menaçante. Elle se figea, le cœur serré dans sa poitrine. « Je n'ai rien à te dire. »
Elle se retourna pour se réfugier dans la sécurité de l'hôtel. Si tu t'en vas, lui lança-t-il, la voix légèrement plus forte. Nous aurons cette conversation dans le hall de l'hôtel. Je suis certain que M. Algill serait fasciné d'apprendre la véritable identité de sa brillante nouvelle consultante. C'était un piège parfait. Il avait toujours su comment la coincer. Vaincue, elle ouvrit la portière de la voiture et se glissa à l'intérieur. L'intérieur en cuir somptueux lui semblait suffocant, imprégné de l'odeur de son eau de Cologne et d'années de ressentiment tacite. La voiture s'inséra silencieusement dans le flux de la circulation londonienne. « Comment as-tu pu » commença-t-il d'une voix basse et furieuse. « Ma propre fille conspirant avec lui contre moi. Dis-moi, quel était le prix de ta loyauté? Combien t'a-t-il payé pour oublier ton propre nom? » Une vague de colère longtemps réprimée balaya sa peur. « Tu veux parler de loyauté? » rétorqua-t-elle, la voix tremblante mais forte. « Toi qui as disparu quand tes propres risques t'ont explosé au visage. Toi qui nous as laissé ramasser les morceaux de la vie que tu as brisés. Tu n'as pas le droit d'utiliser les mots « famille » ou « loyauté » avec moi. Tu as renoncé à ce droit il y a des années. La vérité de ses paroles le frappa, mais il changea de tactique, passant instantanément de l'agressivité à la manipulation. La colère sur son visage fut remplacée par un masque d'inquiétude paternelle qu'elle ne connaissait que trop bien. Il tendit le bras par-dessus le siège et posa une main sur la sienne. Elle sursauta. « Chloé, écoute, » dit-il d'une voix désormais douce et persuasive. « C'était une erreur et j'en ai payé le prix. Mais c'est notre chance de tout récupérer. Nous sommes pareils, toi et moi. Nous sommes des survivants. Cet Algill ne fait que t'utiliser pour tes connaissances. Quand il en aura fini, il te rejettera. Mais tu es mon sang. Nous pouvons gagner ensemble. Dis-moi simplement quelle sera sa prochaine action. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tout ce que je gagnerai, la moitié sera à toi. Un véritable héritage pour notre famille. » C'était de la même promesse creuse. Il avait toujours bâti un royaume sur des fondations de sable. Elle regarda ses yeux désespérés et ne vit pas un père, mais un homme effrayé, terrifié à l'idée de perdre. À cet instant, une profonde et triste lucidité l'envahit. La culpabilité et la peur qu'elle avait portées pendant des semaines s'évanouirent. Lentement, délibérément, elle retira sa main de la sienne. « La différence entre nous, dit-elle d'une voix calme et claire, c'est que tu penses que gagner est tout ce qui compte. J'ai appris que c'est la manière dont on gagne qui nous définit. » Elle se tourna vers le chauffeur. « Arrêtez la voiture. » Robert la regarda avec incrédulité, en proie à la rage. Il avait joué sa dernière carte et elle avait échoué. « Tu es une idiote, » grogna-t-il, son charme ayant complètement disparu. « Tu le choisis plutôt que ton propre père. »« Non, » répondit Chloé, soutenant son regard furieux sans broncher. « Je me choisis moi-même. » Elle ouvrit la porte et sortit sur le trottoir. Elle ne regarda pas en arrière tandis que la voiture noire s'éloignait à toute vitesse, disparaissant dans le flot des feux arrière. La confrontation qu'elle redoutait était arrivée, et elle ne l'avait pas brisée. Elle l'avait libérée. Elle se retourna et commença à marcher vers l'hôtel. Son objectif était clair. Le jeu était terminé. Il était temps de tout dire à Khaled. Chloé retourna au Corinthia, non pas avec la crainte d'une employée, mais avec l'action mais avec la détermination tranquille d'une femme qui avait fait son choix. Elle trouva Khaled dans son bureau penthouse, silhouette sombre se découpant sur l'immensité scintillante de la ligne d'horizon londonienne. Il se retourna lorsqu'elle entra, un sourire accueillant sur le visage qui s'estompa rapidement lorsqu'il remarqua son expression solennelle. « Chloé, que s'est-il passé? » demanda-t-il, la voix empreinte d'inquiétude. « Je dois te dire la vérité. » Elle commença d'une voix calme, malgré les battements frénétiques de son cœur. « Quelque chose que j'aurais dû te dire le jour où nous nous sommes rencontrés. Écoute-moi jusqu'au bout, s'il te plaît. » Il lui indiqua une chaise, toute son attention tournée vers elle. Assis face à face, la vérité jaillit. « Robert Sterling est mon père, » dit-elle, les mots suspendus dans l'air entre eux. Elle expliqua tout. La douloureuse séparation après sa faillite financière, le choc de voir son visage dans le dossier et le mensonge par omission qu'elle avait maintenu par peur et par désir désespéré de saisir l'opportunité qu'il lui offrait. Elle raconta en détail la confrontation qui venait de se produire. La supplication manipulatrice de son père pour qu'elle trahisse Khaled et son refus catégorique. Lorsqu'elle eut terminé, elle le regarda dans les yeux, prête à affronter l'explosion de rage dont elle avait déjà été témoin.
Khaled resta silencieux pendant un long moment, le regard intense et analytique. Il analysait chaque mot, réévaluait chaque interaction, chaque brillante intuition qu'elle avait eue. Il ne voyait pas une trompeuse, mais une femme qui avait marché sur le fil du rasoir, menant une guerre à la fois pour lui et en elle-même. Tu m'as trompé, dit-il finalement, d'une voix calme et dénuée d'émotion. Son cœur se serra. Tu as mis tout mon héritage en péril en cachant ce lien. En toute logique, je devrais te licencier sur le champ. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'imposer. Cependant, il poursuivit, changeant de ton face à l'épreuve ultime, le choix entre le sang et l'honneur. Tu as choisi l'honneur. Ton père est venu te voir pour me trahir, et toi, tu es venu me voir pour trahir son secret. Ce faisant, tu n'as pas perdu ma confiance. Tu l'as enfin et complètement gagné. Une vague de soulagement si profonde qu'elle en fut étourdie submergea Chloé. Le lourd fardeau de son secret avait enfin été levé. Il est désespéré et aveugle, déclara Khaled en se levant, son énergie désormais concentrée et redoutable. Il est temps d'en finir ensemble. Le coup final n'était pas une attaque financière directe, mais un piège élégant conçu par Chloé pour exploiter la seule vulnérabilité qu'elle connaissait, l'incapacité de son père à contrôler son ego. Au lieu d'attaquer son entreprise, ils ont semé une série de fausses informations sophistiquées. Les indices divulgués par des canaux fiables laissaient entrevoir une faiblesse critique dans la structure financière d'Alge Enterprises. Une occasion en or pour une prise de contrôle hostile. Une occasion trop parfaite pour qu'un narcissique comme Robert puisse y résister. Aveuglé par son arrogance et son besoin désespéré d'une victoire finale, Robert Sterling a mordu à l'hameçon. Il a investi tout le capital liquide de son entreprise et contracté d'énormes emprunts pour lancer son attaque, convaincu qu'il était sur le point de ravir la couronne d'un roi blessé. Le piège s'est refermé dans le silence stérile d'une salle de réunion de Mayfair, lors d'une réunion convoquée par Robert lui-même pour annoncer son triomphe. Au lieu d'un Khaled brisé, il a été accueilli par Khaled Clough et une équipe de comptables judiciaires. Il révélait calmement que la faiblesse était une fiction et que sa tentative de rachat était basée sur des prémices fabriquées de toutes ses pièces. Dans le même souffle, Khaled révéla son coup de maître alors que Robert était occupé à courir après des fantômes. Khaled avait discrètement racheté toutes les dettes en cours de son entreprise. D'un seul coup brillant, Robert Sterling était ruiné. Il n'avait pas seulement perdu l'affaire, il avait tout perdu. Il était financièrement et professionnellement détruit. Un prédateur pris dans un piège qu'il n'avait jamais vu. Il fixait la table polie, le visage blême, d'abord sous le regard implacable de Khaled, puis sous celui de sa fille. Chloé croisa son regard, non pas avec triomphe, mais avec une résignation calme et triste. Ce moment marqua la fin d'une vie pour Chloé et le véritable début d'une autre. Dans les mois qui suivirent, en tant que nouvelle directrice de la stratégie occidentale pour Aljamil Enterprises, elle supervisa la relance triomphale du projet Assad. Sa relation avec Khaled avait évolué vers un partenariat puissant et respectueux, forgé dans la crise et consolidé par la confiance. Elle n'était plus la serveuse invisible ou la fille d'un homme disgracié. Elle était une femme qui avait affronté son passé, choisi son propre code d'honneur et construit un avenir qu'elle avait mérité et non hérité. L'histoire de Chloé nous rappelle que les personnes les plus puissantes ne sont pas toujours celles qui ont le plus d'argent ou la voix la plus forte. Parfois, ce sont ceux qui savent écouter, ceux qui voient au-delà des apparences, ceux qui restent fidèles à leur intégrité alors qu'il serait plus facile de la renier. Elle a commencé comme serveuse, invisible aux yeux du monde. Mais en tirant parti de son passé unique et de sa force intérieure, elle a changé son propre destin et l'avenir d'un héritage d'1 milliard de dollars. Son histoire est la preuve que ce ne sont pas les circonstances qui vous définissent, ce sont vos choix qui vous définissent. Même dans les moments les plus sombres, un seul acte de courage, un seul moment de vérité peut tout changer. Si cette histoire de courage, de secret et de rédemption vous a ému, n'hésitez pas à cliquer sur «J'aime» pour nous le faire savoir. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler de sa propre force cachée. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine histoire sur les moments incroyables qui changent des vies à jamais. Merci de votre écoute. Menera.